Mesdames, Messieurs, ravi de vous accueillir sur Camnis 24 TV pour le grand format de l'actualité. Voici les informations clés et les titres qui font l'actualité aujourd'hui. Élection 2025, le clergé appelle à un scrutin calme et respectueux. Au Palais de l'Unité, les hommes d'église ont été reçus par le ministre d'État, secrétaire général à la présidence, Ferdinand Ngongo. L'objet de la visite à découvrir dès l'attaque de 20h. Bloquons tout, la France, sécuée par une mobilisation massive rassemblant des centaines de milliers de manifestants malgré l'intervention des forces de l'ordre, ils ont tenu à exprimer leur mécontentement, rappelant les mobilisations des Gilets jaunes. Les détails dans ce 20h, c'est tout pour la vitrine de ce soir. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue sur Camnis 24, émettant depuis Garoua. Élection 2025, les hommes d'église intercèdent pour un scrutin apaisé. Au Palais de l'Unité, les représentants du clergé ont été reçus par le ministre d'État, secrétaire général à la présidence, Ferdinand Ngongo. Ils ont assuré qu'ils prient pour une élection présidentielle calme et sereine, appelant au respect du processus démocratique. Le récit de Yves Marc. À ces consultations stratégiques instruites par le chef de l'État et menées tambour battant par Ferdinand Ngongo, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, la voix de l'église protestante était attendue. Elle était d'autant plus que les imams et l'église catholique, à travers le conseil permanent de la conférence épiscopale nationale, avaient déjà fait entendre leur voix. Et comme il fallait s'y attendre, c'est avec ce qu'ils ont de plus précis à offrir, la prière, que les responsables du SEPTA, le Conseil des Églises protestantes du Cameroun, sont venus ce jeudi 11 septembre 2025 au Palais de l'Unité. J'ai appelé ta présence parmi nous, principalement auprès de ceux à qui tu as fait la grâce d'être des dirigeants. Et en premier lieu desquels le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Nous voulons, comme tu as promis dans ta parole, que tout ce que tu appelles à ton service, tu leur apportes aussi l'équipement qu'il convient, que tu continues de le bénir, que tu continues de lui donner la sagesse qui convient aux dirigeants de son envergure, que tu continues, Dieu Père éternel, de le nourrir en santé et en âge, afin qu'il poursuive avec grâce les responsabilités que tu lui as confiées. En nombre, ils sont une quinzaine, sous la conduite du révérend Amadima Salomon, le président du SEPCA. Avec Ferdinand Ngongo, l'émissaire du chef de l'État, quant comme depuis le début des concertations, Mohamedou Moustapha, le secrétaire général adjoint de la présidence de la République, et Philippe Mbargamboua, le ministre chargé des missions à la présidence, ainsi que quelques hauts responsables du secrétariat général. Les membres de la délégation reçue vont passer près d'1h30 d'horloge. 90 minutes passées à examiner la situation socio-politique du Cameroun et les facteurs potentiels de vulnérabilité. 1h30 également passées à prier pour une présidentielle apaisée au Cameroun. Nous avons l'intérêt dans nos prêches, dans nos sensibilisations, à porter nos messages sur le maintien de la paix avant, pendant et après les élections. Et nous avons dressé une feuille de route que nous voulons implémenter dans nos communautés. Et nous rentrons satisfaits parce que nous avons été écoutés avec plus d'intérêt. La dynamique de prière et de jeûne enclenchée depuis quelques mois déjà par les églises protestantes du Cameroun a connu, et c'est peu de le dire, un arrêt majeur ce 11 septembre 2025 au Palais de l'Unité. Elle est appelée à se poursuivre dans tous les temples jusqu'à la fin du processus électoral. Présidentielle 2025, Cabral Libye mobilise ses partisans autour des urnes. Validé dans la course à la magistrature suprême, le candidat du PCRN, Cabral Libye, a électrisé son QG de Yaoundé en appelant la garde citoyenne à se mobiliser massivement pour le scrutin présidentiel. Le récit de Delphine Fonkoutene et Justin Kamga. En 2018 avec 6,28% des voix, Cabral Libye revient cette année avec la même ambition, transformer son rêve présidentiel en réalité.
cap fixé sur le 12 octobre, il dit vouloir imprimer au Cameroun une nouvelle trajectoire. Première mesure, si je suis élu le 12 octobre 2025, mon premier décret, c'est l'octroi de 2 milliards de francs CFA à chaque commune. Apparu ce 10 septembre pour la première fois depuis la validation de sa candidature par le Conseil constitutionnel, le leader du Parti camerounais pour la réconciliation nationale arbore les couleurs de sa campagne et un discours qu'il qualifie de rupture. La rupture avec l'affaissement du service public. La rupture avec l'absence de l'État et de ceux qui le dirigent. La rupture avec le népotisme, la rupture avec le banditisme, la rupture avec la corruption et tout ça. Sur le scrutin à venir, Cabral Liby appelle l'ensemble des citoyens à veiller sur l'urne. Tout se fera le 12 octobre 2025. Il suffit que le peuple, tous ces gens qui sont en train de nous écouter maintenant et qui sont inscrits, disent « Je vote et dans mon bureau de vote, il n'y aura pas de fraude. » On verra. Cette conférence de presse est également l'occasion pour le député d'Union Ekele d'évoquer la question de la coalition de l'opposition. Nous voulons que l'exemple soit donné par les aînés. Donc, moi j'appelle solennellement déjà les 3 septuagénaires que sont Maître Akelemou, le ministre Bello Bouba et le ministre Issa Chiroma à coaliser. Une fois qu'ils l'auront fait, l'exemple sera venu des aînés et nous les cadets, on avisera. Par ailleurs, Cabral Liby met en avant le soutien qu'il reçoit de plusieurs acteurs de la société civile et du monde artistique, parmi lesquels Moustique le charismatique, Valérie Ndongo, Diane Nama et bien d'autres. Parlons à présent énergie. Les enjeux énergétiques du Cameroun ont été au cœur des discussions entre le gouvernement et la Banque mondiale. Le Premier ministre Joseph Dion Ngouté, chef du gouvernement, a reçu à la primature Cheikh Kanté, responsable de la division Afrique de l'Ouest et du Centre, pour examiner des solutions de financement et de développement du secteur. Un dialogue stratégique pour accélérer la transition énergétique et soutenir la croissance nationale. Laurentine Bekono était sur les lieux. Le Cameroun ambitionne de devenir un hub énergétique de la sous-région Afrique centrale. En témoignent des projets majeurs en exécution visant à renforcer le réseau électrique, améliorer l'accès à l'énergie et réduire la dépendance aux importations. Aussi, l'audience de ce jour a-t-elle permis au Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, de faire le point sur les projets prioritaires du groupe de la Banque mondiale, mais surtout d'évoquer la dimension développement énergétique pour un appui plus efficace du partenaire stratégique du Cameroun. Aujourd'hui, donc entre autres thèmes que nous avons discutés, un des secteurs clés, c'est celui de l'énergie, où la Banque mondiale investit non seulement en termes de volume, mais aussi en termes d'engagement technique. Donc nous avons, avec monsieur le Premier ministre, discuté de comment on peut continuer à accompagner la vision du Cameroun afin que le pays devienne le hub énergétique de la sous-région, ce dont le potentiel existe et il est en train d'être démontré déjà par le barrage de Nachtigal, mais il n'y a pas que le barrage de Nachtigal, il y a d'autres barrages qui sont dans le pipeline. Normal donc pour le Premier ministre chef du gouvernement qui suit de près la coopération entre le Cameroun et le groupe de la Banque mondiale d'être à la pointe de l'information. Au demeurant, le Premier ministre chef du gouvernement et son hôte se sont félicités de la densité de cette coopération. Elle touche à des secteurs aussi variés que l'énergie, les transports, l'éducation et la production sociale. Autre chose dans l'actualité de la semaine, à l'école de formation aux opérations de maintien de l'ordre et de la paix de Mocheboum dans le département d'Union, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Petit Assomo, a remis le drapeau national au 12e contingent camerounais. Ces soldats s'apprêtent à rejoindre la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour renforcer la stabilité en République centrafricaine. Reportage. Moment fort de la cérémonie à la cour d'honneur de l'école de formation aux opérations de maintien de la paix de Mocheboum, la remise du drapeau au lieutenant-colonel Francis Noumedem Donfak, commandant le bataillon camerounais de la MINUSCA. Remise du drapeau symbolisant non seulement les idéaux, les valeurs de la nation camerounaise,
mais aussi le lien indéfectible entre ces soldats engagés en mission de paix internationale et la mère patrie. Aux 1070 hommes constitués de 320 gendarmes, formant 2 unités de police constituées, Joseph Betiya Somo a prescrit discipline, professionnalisme et concentration. Les contingents camerounais déployés en République centrafricaine s'illustrent par leur engagement, leur discipline, leur professionnalisme dans les contingents successifs de nos casques bleus à la MINUSCA, où ils ont contribué d'année en année aux efforts de la communauté internationale pour la stabilisation et le retour de la paix en RCA. Protection des populations, opérations de bouclage et de contrôle seront, entre autres, leurs missions intercentrafricaines. Depuis 2013, le Cameroun est engagé dans le maintien de la paix en Centrafrique et nos soldats, dont la cote est très élevée auprès de l'ONU, y sont présents en grand nombre en raison de leur professionnalisme qui ne souffre d'aucun doute. Nous vous l'avions parlé en ouverture de ce journal, bloquons tout. Le 10 septembre, la France a été paralysée par ce mouvement citoyen baptisé Bloquons tout qui a rassemblé des centaines de milliers de manifestants à travers le pays. Malgré l'intervention massive des forces de l'ordre, les participants sont restés déterminés à faire entendre leur mécontentement face aux décisions gouvernementales, rappelant les mobilisations des Gilets jaunes. Reportage. Blocage, incendie, manifestations, grèves et tensions avec les forces de l'ordre ont fait le bilan des actions du mouvement Bloquons tout du mercredi 10 septembre 2025. Tôt le matin, comme prévu, des blocages routiers ont concerné les rocades ou périphériques de grandes agglomérations françaises. Caen, Paris, Nantes, Rennes, la circulation a été perturbée temporairement. Rapidement, les forces de l'ordre sont intervenues pour déloger les manifestants. À Rennes cependant, un segment de la rocade est resté fermé une grande partie de la journée. Les manifestants ont mis le feu à un bus de la ville dont l'explosion a même pu fragiliser le pont à proximité. Les barricades, sur place, ont fini par être détruites par le blindé Centaure de la gendarmerie. Des ronds-points ont aussi été investis dans de nombreux départements, exemple ici dans les Côtes-d'Armor, ou encore à Antibes dans les Alpes-Maritimes, avec souvent des opérations de blocage temporaire de la circulation. Quant au péage des autoroutes, pas de paralysie. Ils ont en général vite été évacués, comme ici à Poitiers, sur la 10. Côté ferroviaire, la circulation des trains a été localement coupée avec des manifestants sur les voies, comme ici à Laval, mais de manière ponctuelle. Les quelques perturbations du réseau ont été conformes aux prévisions selon la SNCF. Des manifestants ont aussi tenté de bloquer des lieux symboliques, comme des entrepôts du groupe Amazon. Des dizaines de personnes ont coupé l'accès à ce site du nord, empêchant les colis de sortir en début de journée. Dès la fin de matinée, les manifestants ont convergé vers les centres-villes. De Paris à Marseille, à Nantes, à Montpellier ou encore à Lyon. Au total, 550 rassemblements ont mobilisé 175 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur et 250 000. Restons toujours dans l'actualité internationale à Gaza cette fois-ci. L'avenir de l'État palestinien s'assombrit après une frappe israélienne inédite le mardi dernier visant des cadres du Hamas réunis dans un complexe résident à Doha au Qatar, pays jusque-là médiateur clé dans les pourparlers de cessez-le-feu pour Gaza. Le récit de Peter O'Brien. Devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, le Qatar réaffirme sa volonté de continuer à jouer son rôle de médiateur dans la guerre à Gaza. Une promesse assortie de critiques envers Israël, auteur d'une frappe sur Doha mardi. Les extrémistes qui dirigent aujourd'hui Israël ne se soucient pas des otages. Ce n'est pas leur priorité. Autrement, comment pourraient-ils justifier le moment choisi pour leur attaque ? Les 15 membres du Conseil de sécurité, unanimes à l'exception des États-Unis, condamnent Israël. Mais malgré ces récriminations, l'ambassadeur israélien menace de frapper à nouveau si le Qatar continue d'abriter des représentants du Hamas. L'histoire jugera les complices. Le Qatar doit condamner le Hamas, l'expulser et le juger. Sinon, Israël s'en chargera. Jeudi à Doha,
les funérailles des 5 membres du Hamas et de l'agent de sécurité qatarien tué par les frappes israéliennes ont eu lieu. Cette attaque vient accélérer l'évolution géopolitique du Moyen-Orient. Au lendemain de la déflagration, le président des Émirats arabes unis et l'émir du Qatar affichent leur grande complicité. Une scène inimaginable il y a encore quelques années quand Abu Dhabi accusait Doha de soutenir des groupes terroristes. Alors que les États-Unis peinent à concilier soutien à Israël et préservation de leurs autres partenariats régionaux, la réception vendredi du Premier ministre qatarien à la Maison-Blanche sera pour Washington l'occasion de tenter de rassurer Doha. Un objectif bien difficile à atteindre, alors que les dirigeants du Golfe s'interrogent désormais sur la réalité de la garantie de sécurité des États-Unis. Puisque lui aussi fait partie de l'actualité, sous pression de Washington, le Ghana accepte d'accueillir des ressortissants ouest-africains expulsés des États-Unis. Une décision sensible annoncée mercredi dans la semaine par le président John Mahama et qui promet de susciter de vifs débats. Les précisions avec Clarisse Fortuné. Après le Soudan du Sud et le Rwanda, le Ghana est désormais le dernier pays en date à accepter les personnes expulsées. Le président John Mahama a confirmé qu'un premier groupe était déjà arrivé à Accra dans le cadre d'un nouvel accord bilatéral. S'ils décident de voyager des États-Unis à Accra, ils n'ont de toute façon pas besoin de visa. Donc si vous ramenez nos compatriotes d'Afrique de l'Ouest, cela ne pose aucun problème. Je pense que cet accord a été activé et un premier groupe de 14 ressortissants est arrivé. Plusieurs d'entre eux étaient des frères nigérians. Cette politique a divisé l'opinion publique à Accra. Ses partisans présentent cette mesure comme un acte de solidarité panafricaine, invoquant le rôle historique du Ghana en tant que leader dans la région. Les personnes expulsées apporteraient avec elles des compétences qui pourraient profiter à l'économie. Avant cette décision, toutes les nationalités africaines étaient déjà représentées ici. Ces personnes peuvent donc contribuer à la croissance économique du Ghana. Elles ont également des connaissances sur ce qu'elles font là-bas. Elles peuvent venir les mettre en pratique dans notre pays. Elles peuvent contribuer à notre développement économique. Mais certains mettent en garde contre une pression accrue sur l'emploi et une augmentation de la criminalité. Nous allons être confrontés à la concurrence de ces personnes sur le marché du travail. La prostitution va se poursuivre. Le taux de criminalité va augmenter. Nous avons constaté ces phénomènes au cours des 5 dernières années. Les vols à main armée, la prostitution, au quartier du Cercle. Vous voyez beaucoup de ressortissants étrangers là-bas. Les États-Unis ont également cherché à conclure des accords similaires avec d'autres pays africains. Parmi eux, le Nigeria, qui a refusé d'accepter des migrants qui ne sont pas ses propres citoyens. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur CamNews 24 et vous suivez le journal de 20h. Direction à présent à Yaoundé qui est en croisade contre l'insalubrité. Confrontée à de sérieux problèmes d'assainissement, la capitale connaît depuis le 9 septembre une vaste campagne de sensibilisation lancée par le ministère de l'Habitat et du Développement urbain. L'opération qui s'étend sur 6 communes de la ville ambitionne de redonner à Yaoundé une image plus propre et vivable. Janine Wanchao et Serge Alain Zebou. Des égouts pleins à ras-bord, des eaux souillées et nauséabondes le long des rues et dans les caniveaux, des cours d'eau obstrués par d'énormes quantités de bouteilles plastiques, des inondations à répétition. C'est le visage hideux de la capitale auquel la campagne de sensibilisation lancée ce 9 septembre au quartier Biémassi dans la commune de Yaoundé 6e veut remédier. Il était question de hydrocurer ce regard qui est derrière moi. Le travail s'est fait en 2 phases, manuellement et par le camion hydrocureur. Sur le terrain, les premiers résultats ont fini de convaincre les populations qui se font plus réceptives aux exposés diffusés par des experts du ministère de l'Habitat et du Développement urbain et relayés par les forces vives du quartier. Encouragez déjà le gouvernement les efforts qu'ils apportent. Nous devons être acteurs de la protection de notre environnement et savoir réguler nos ordures. Il faut qu'on nettoie les caniveaux parce qu'il y a toujours de l'eau dans les caniveaux
et les déchets. Et ça apporte aussi les moustiques. Au cœur du message figurent les enjeux de l'assainissement durable, les prescriptions réglementaires en matière d'installation des sanitaires et les bonnes pratiques d'hygiène et de salubrité. J'ai commencé au Carrefour Biémassi, je suis déjà au niveau de Tam Tam. Je vais reprendre les autres affluents. Pendant ce temps, je sensibilise des populations qui ont des WC à canon de l'air fermé. S'ils ne le font pas, ils seront obligés de venir avec les agents de la mairie cassés. L'opération devrait s'étendre aux 5 autres communes de la ville de Yaoundé. Deadline le 16 septembre prochain, en espérant que les actions entamées ne soient pas des coups d'épée dans l'eau. À vous les jeunes, avant de vous lancer tête baissée dans les mouvements politiques, souvenez-vous, votre vie n'a pas de remplaçant. Ne cassez pas les biens de l'État pour plaire à des politiciens bien installés chez eux pendant que leurs enfants étudient à l'étranger. Rappelez-vous que la prison, ce n'est pas un stage payé sur Facebook. Fin de ce journal sur CamNews 24 TV. Mesdames, Messieurs, bon début de la semaine et retrouvez Christian Auré demain 20h.